Monsieur, vous semblez épuisé, lança la petite fille dans le wagon. Le chef d'entreprise était loin de s'imaginer qu'elle s'apprêtait à bouleverser son existence. Stéphane Leroy rajusta d'un geste sec le poignet de son manteau de laine bleu nuit alors qu'il avançait dans le couloir exigu du TER Paris-Marseille, plein à craquer. Il s'agissait d'un trajet de nuit, et il exécrait les trajets de nuit. La première classe affichant complet, il s'était retrouvé, à son grand désarroi contenu, avec un billet en seconde classe. Voiture 18, siège 45, côté fenêtre. Il dépassa un couple en pleine querelle pour une place dans le compartiment à bagages et se laissa tomber sur son siège, exhalant longuement en s'affaissant dans le velours râpé. Le ronronnement de la climatisation emplissait la cabine, un son monocorde qui faisait écho au chaos dans son esprit après une semaine impitoyable de joutes verbales en salle de réunion et de marathon médiatique. Stéphane incarnait à la perfection le PDG au sommet de sa gloire, pantalon de flanelle impeccable, mocassins en cuir souple, une montre qui valait plus que le salaire de certains. Pourtant, son visage racontait une autre histoire. Les sillons creusés autour de ses yeux, sa mâchoire contractée, l'imperceptible affaissement de sa posture. L'image d'un homme à bout de force. Il attrapa un quotidien plié en 4 dans l'aumônière devant lui, mais ses yeux parcoururent les lignes sans en saisir le sens. Son cerveau était déjà en train de se déconnecter. C'est alors qu'un froufroutement de petits pas se fit entendre. Une fillette, âgée de 3 ans tout au plus, dans une robe rose éclatant et affublée d'un sac à dos vert en forme de tortue, se matérialisa à ses côtés, les yeux écarquillés d'émerveillement. « C'est là, maman. Regarde, près de la fenêtre. » Elle s'installa sur le siège central avec une exubérance que seule l'enfance peut s'autoriser pour un voyage en train, ses petites bottines tapotant le siège de devant. Stéphane esquissa un sourire de convention et se détourna vers la vitre, priant intérieurement pour un peu de calme. Puis, il entendit la petite voix, douce, curieuse. « Monsieur, vous semblez épuisé. » Stéphane pivota légèrement. L'enfant le fixait de ses grands yeux, dénués de tout jugement. Son ton n'était pas ironique, seulement teinté d'une sollicitude désarmante. Il se racla la gorge. « Tout va bien, » articula-t-il sèchement. Elle ne parut pas convaincue mais n'insista pas, se contentant d'un sourire évanescent avant de s'installer, agitant ses jambes en plongeant la main dans son sac à dos. Contre toute attente, elle ne gigota pas et ne pleurnicha pas. Elle scrutait son environnement avec une fascination tranquille, ses petites mains serrant les lanières de son sac, visiblement trop imposant pour sa frêle silhouette. Stéphane l'observa à la dérobée. Ses boucles blondes et soyeuses dansaient au gré de ses mouvements, ses joues étaient pleines et rebondies. Sa robe était un peu chiffonnée, mais propre. Un petit lapin en tissu pointait le bout de son nez hors de la fermeture de son sac. Côté couloir, sa mère avait déjà sombré dans le sommeil, la tête inclinée, sa chevelure blonde et ondulée cascadant sur son épaule. Ses traits étaient fins, mais tirés par une fatigue extrême. Elle avait l'air jeune, bien trop jeune pour porter une telle lassitude. Les bras croisés sur son sac, elle respirait profondément, d'un sommeil lourd et réparateur. La fillette jeta un œil à sa mère, puis à Stéphane. Elle lui tendit un objet, la moitié d'une crêpe au sucre, emballée dans du papier absorbant. « Tenez, » dit-elle avec simplicité. Il resta un instant interdit. « Non, merci, c'est gentil. » Ses sourcils se froncèrent imperceptiblement. « Prenez-la. J'en ai une autre. » Stéphane marqua une pause. Quelque chose dans son regard franc et direct rendait tout refus impossible. Il prit la crêpe. « Merci », souffla-t-il. Elle rayonna, comme si ces quelques lettres suffisaient à son bonheur. Il croqua dedans. Le goût du sucre, la texture moelleuse. Le train s'ébranla dans un léger soubresaut. Le paysage urbain se mit à défiler. Les lumières de la voiture furent baissées. Stéphane s'adossa complètement, les paupières closes. La petite fille se blottit contre la coudoir, étreignant son lapin en peluche. Sa mère dormait toujours, sa respiration calme et régulière. Stéphane rouvrit les yeux une dernière fois, son regard se posant sur la petite forme à côté de lui. Une chaleur douce l'envahit, une sensation nouvelle, mais bienvenue. Pour la première fois depuis une éternité, quelqu'un avait posé les yeux sur lui et avait vu au-delà des apparences. Pas le costume, pas la fonction, juste un homme las. Et ce quelqu'un était une enfant avec un sac à dos vert. Les lumières tamisées du wagon créaient une atmosphère feutrée tandis que le train filait vers le sud.
Stéphane était assis, parfaitement immobile, une raideur dans l'épaule due au poids de l'enfant. La petite tête de Manon avait glissé contre son bras peu après l'offrande de la crêpe. Il n'avait pas osé la déranger. Dehors, le paysage s'était dissous dans la nuit noire, seulement ponctué de lueurs lointaines, semblables à des braises mourantes. À ses côtés, la femme sur le siège du couloir émergea de son sommeil, relevant la tête avec lenteur. Elle battit des paupières, confuse, avant de constater l'absence de sa fille près d'elle. Manon, appelait-elle, se redressant, sa voix un murmure affolé. Stéphane lui fit un geste apaisant de la main avant de désigner l'enfant assoupi contre lui. « Elle va bien » chuchota-t-il. « Elle dort depuis un moment. » La jeune femme, Chloé, laissa échapper l'air de ses poumons dans un long soupir. Ses épaules retombèrent. Elle porta une main à sa poitrine, puis l'autre effleura le dos de sa fille, comme pour vérifier sa présence. « Je suis sincèrement désolée, dit-elle, la voix éraillée. Je ne voulais pas m'endormir. J'étais sans doute plus à plat que je ne l'imaginais. » Stéphane fit non de la tête. « Il n'y a aucun souci. » Elle écarta une mèche blonde de son visage et lui sourit timidement, un mélange de douceur et de gêne. « Je sors de 3 gares de nuit d'affilée, j'ai débauché à 5 heures du matin pour filer directement à la gare. Je pensais tenir le coup. » Il la détailla. Elle semblait si jeune, mais si lasse. Ses yeux étaient marqués par les nuits sans sommeil, de légers cernes violacées les soulignaient, mais sa voix était pleine de chaleur, et la tendresse avec laquelle elle caressait le dos de Manon parlait d'elle-même. « Vous êtes dans le secteur de la santé ? » Sans qu'il. « Oui, aide-soignante pour être exact. En intérim. » Il acquiesça, puis son regard revint sur Manon, qui remua dans son sommeil, un sourire fugace sur les lèvres. « Elle est une excellente compagne de voyage, murmura-t-il. Chloé eut un petit rire étouffé. « C'est tout Manon. Pour elle, les inconnus ne sont que des amis en devenir. » Un sourire, bref mais authentique, éclaira le visage de Stéphane. J'avais cru le deviner. Ils restèrent un moment en silence, bercés par le ronronnement mécanique du train. Une atmosphère étonnamment sereine s'installa entre eux. Ni intimité, ni gêne, juste un moment de connexion humaine. « Elle est très prévenante, reprit-il. Elle m'a donné la moitié de sa crêpe. » Chloé sourit, non sans une certaine fierté. C'est sa façon de remonter le moral des gens qu'elle sent tristes. Elle a un 6e sens. Stéphane contempla le reste de sucre sur ses doigts, puis Manon. Elle avait vu juste. Chloé inclina la tête, comme si elle cherchait à percer le sens de ses mots, mais garda le silence. Chloé, enchantée, se présenta-t-elle en ajustant le petit plaid de Manon. Il hocha la tête. Stéphane. Merci de l'avoir gardé près de vous. Les enfants n'ont pas toujours la cote auprès des autres voyageurs. Elle est plus facile à supporter que bien des adultes que je côtoie, répliqua-t-il, un pli amusé au coin des lèvres. L'expression de Chloé s'adoucit. Elle regarda sa fille, puis à nouveau Stéphane. Elle a ce don de voir les gens, parfois avec plus de lucidité que nous. Stéphane tourna son regard vers la vitre obscure. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas encore appris à regarder ailleurs. Un silence méditatif s'installa. Dehors, le train traversait la nuit, sous un firmament d'encre. Stéphane ferma les yeux, se laissant envahir par le rythme du voyage. Mais l'image de cette petite main lui tendant une demi-crêpe refusait de s'effacer. À l'arrivée en gare de Marseille, l'instant magique s'était évanoui. Stéphane descendit, attaché caisse en main, retrouvant sa démarche assurée. Pas un mot ne fut échangé, juste un dernier regard vers cette femme épuisée et son enfant endormi, avec son sac à dos vert. Pourtant, sous les néons de la gare Saint-Charles, alors que le flot de voyageurs l'entraînait, Stéphane ne parvenait pas à se débarrasser de l'impression tenace que quelque chose, en lui, avait basculé. Il ignorait ce que cela présageait, mais il savait qu'il n'avait pas ressenti une telle chose depuis une éternité. Marseille l'enveloppa de sa bruine et de son ciel de plomb. Une berline française noire l'attendait. Le chauffeur déploya un parapluie, mais Stéphane sentit à peine la morsure du froid. Il était ailleurs, encore suspendu à 300 km/h, quelque part entre Paris et la mer. La bonté discrète de l'enfant d'une étrangère n'aurait dû être qu'un détail. Mais elle s'était ancrée en lui. Une fois rentré à Paris, il se versa un whisky, son rituel immuable,
et contempla la ville depuis la baie vitrée de son appartement haussmannien. Les lumières de la capitale scintillaient à ses pieds, mais leur éclat ne l'atteignait pas. Il n'y était jamais parvenu. Son regard fut attiré par un cadre photo sur une console. Une fine couche de poussière en recouvrait les bords. Il n'y avait pas touché depuis des lustres. Sandrine Martin. Sa femme, sa complice, celle qu'il avait aimée bien avant la réussite et les costumes 3 pièces. 10 mois de mariage, avant une nuit de pluie, un feu tricolore, et un appel qui avait fait voler son monde en éclats. Il l'avait mise en terre un jour d'automne. Les arbres flambaient de rouge. Elle aurait trouvé cela magnifique. Depuis, son existence était devenue une mécanique bien huilée. Réunion, acquisition, stratégie d'expansion. Pas de place pour les distractions, seule comptait la responsabilité. D'autant plus que la santé de sa mère se dégradait, que les listes de donneurs, les groupes sanguins et les facteurs de risque s'invitaient dans toutes les conversations. Il lui rendait visite, paraphait des documents, s'enquérait de la situation, et retournait travailler. C'était sa méthode de survie, un vide parfaitement organisé. Mais pour la première fois en 5 ans, un grain de sable avait enrayé la machine. Et ce grain de sable avait la forme d'une fillette en robe rose avec un sac à dos vert. Le parfum d'antiseptique saisit Stéphane au moment où il franchit les portes automatiques de l'hôpital. Une odeur froide, propre, aseptisée, identique à celle de toutes ses visites précédentes. Il salua l'accueil d'un bref signe de tête et s'engouffra dans l'ascenseur menant au 6e étage, où sa mère subissait une énième batterie d'examens. Le service des pathologies baignait dans un silence lourd, seulement troublé par les bips étouffés des appareils de surveillance et les palaces des soignants. Stéphane avait toujours haï les hôpitaux. Des lieux de faim, d'attente et d'impuissance. Les mains dans les poches de son manteau, il tourna au coin d'un couloir, vers le bureau des infirmières. Il venait prendre des nouvelles de la liste d'attente pour une greffe, mais en chemin, une voix qu'il connaissait attira son attention. « Voilà, monsieur Bernard, un pas après l'autre. On a tout le temps qu'il faut. » Stéphane tourna la tête. Une jeune femme en tenue de soignante, tunique bleu pâle, blouse blanche nouée à la taille, aidait un homme âgé à se déplacer avec un déambulateur. Elle marchait à son rythme, sa voix un baume de calme et de patience. Il la reconnut en une fraction de seconde. Cette chevelure blonde et ondulée, cette force tranquille dans la voix, ce regard à la fois chaleureux et las. Chloé. Il s'immobilisa, comme malgré lui. Elle ne l'aperçut pas tout de suite, toute son attention tournée vers le vieil homme, l'aidant à assurer sa prise, vérifiant son tube à oxygène. C'est alors que Manon déboula du bout du couloir, se dandinant vers eux avec la joie pure d'une enfant retrouvant un être cher. « Tonton Train !» s'écria-t-elle. Stéphane resta pantois. Manon lui sauta littéralement dessus, s'agrippant à ses jambes avec une énergie surprenante. Le bruit de ses petites chaussures crissa sur le sol de l'hôpital. Stéphane plia légèrement les genoux, partagés entre l'amusement et la stupéfaction. « Salut, petite puce !» parvint-il à articuler en souriant. Chloé se retourna brusquement au son de la voix, les yeux ronds de surprise. Elle resta figée un instant, tiraillée entre le choc et la gêne. « Vous » fut le seul mot qui sortit de sa bouche, avant qu'elle ne se reprenne. « Bonjour. » Stéphane se redressa, saluant poliment. « Chloé. Je ne pensais pas vous croiser ici. Vous venez voir quelqu'un » demanda-t-elle, une mèche de cheveux glissée nerveusement derrière l'oreille. « Ma mère » répondit-il. « Elle est en attente d'une greffe. Je passe la voir plusieurs fois par semaine. » Chloé acquiesça. « Je comprends. » Un silence un peu maladroit s'installa, qu'elle rompit en désignant le vieil homme. « Je dois raccompagner monsieur Bernard dans sa chambre » dit-elle à voix basse. Stéphane s'effaça. Naturellement. Mais Manon s'agrippa de nouveau à sa jambe. « Attends, maman, il vient avec nous ?» Chloé soupira doucement. « Mon trésor, il a sûrement autre chose à faire. »« Ça ne me dérange pas » intervint Stéphane, s'étonnant lui-même. Il les accompagna tandis que Chloé aidait monsieur Bernard à s'allonger. Ses gestes étaient doux et précis, et Stéphane l'observa avec une curiosité silencieuse. Une fois le patient confortablement installé, elle se tourna vers lui et Manon, qui s'était assise sur une chaise et s'amusait avec le stéthoscope qui dépassait de la poche de sa mère. « Vous travaillez ici » Sans qu'il.
Chloé hocha la tête. Surtout des gardes de nuit, comme aide-soignante. Parfois de jour pour des remplacements. Vous n'êtes pas infirmière titulaire? Ses lèvres se pincèrent. Pas encore. J'étais dans une grande école de médecine parisienne. Les sourcils de Stéphane se levèrent. C'est un parcours remarquable. Elle eut un petit haussement d'épaule. C'était. J'ai arrêté en 2e année. La vie a pris un autre tournant. Son regard glissa vers Manon. Chloé suivit son regard et acquiesça. Oui, dit-elle. Son père n'était pas prévu au programme. Pas plus que d'élever un enfant seul, de jongler entre 2 boulots et de finir les mois dans le rouge. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de la lassitude. Et de la franchise. La voix de Stéphane s'adoucit. C'est un lourd fardeau. On fait avec, répondit-elle. Je n'en ai pas honte. Mais ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Il la regarda. Sans phare, sans pathos, juste cette force tranquille qui perçait sous la fatigue. Puis, elle ajouta dans un souffle, ce n'est que passager. Mon rêve, c'était de devenir chirurgienne. Ses yeux croisèrent les siens, et un instant, Stéphane fut sans voix. Il ne pouvait que comprendre. Les rêves mis de côté. Les destins contrariés par la perte. Il la voyait différemment. Plus seulement la mère de Manon, mais une femme qui portait ses ambitions brisées avec une dignité admirable, une femme qui tenait bon, et quelque chose en lui s'émut à nouveau. Peut-être que le destin ne s'annonçait pas à grand bruit. Peut-être qu'il se contentait de marcher à vos côtés, en blouse et en basket, en tenant la main d'une petite fille. Les jours qui suivirent cette rencontre impromptue s'écoulèrent dans une routine apaisante. Stéphane se mit à fréquenter l'hôpital plus assidûment, pas uniquement pour suivre l'évolution de l'état de sa mère, mais parce que le souvenir de ce couloir, de cet instant, l'habitait. Chloé ne demandait jamais rien. Elle accomplissait ses tâches avec une abnégation totale, dévouée à ses patients, à Manon, à maintenir son fragile équilibre. Mais Stéphane était observateur. Il remarqua les traités de médecine qu'elle dévorait pendant ses pauses, des éditions anciennes et cornées. Les notes qu'elle prenait sur des serviettes en papier. Le léger tremblement de ses mains quand elle se croyait seule. Un après-midi, en sortant d'une réunion, Stéphane déposa un sac au bureau des infirmières. À l'intérieur, 2 manuels d'anatomie de ses années d'étudiant, dans un état quasi neuf, annotés et surlignés. Pas un mot, pas de nom. Le lendemain, elle l'attendait près de la cafétéria du hall. « Ce sont les vôtres, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Il dormait sur une étagère. Elle lui sourit, un sourire timide et sincère. « Merci. » Une sorte de rituel s'installa. Stéphane l'a mis en relation avec un professeur émérite d'une grande école parisienne, qui était intervenu lors d'une soirée de charité. Il organisa une rencontre, sous un prétexte anodin. Sans promesse, sans la mettre sous pression. Chloé accepta, mais ne sollicita jamais rien de plus. Manon, de son côté, l'adopta. Elle l'avait baptisé « Tonton Étoile », suite à une histoire du soir que Chloé lui avait racontée sur les étoiles qui guident les voyageurs. Chaque soir, immanquablement, Manon l'appelait en vidéo pour lui souhaiter une bonne nuit. Stéphane, qui jadis filtrait drastiquement ses appels personnels, programmait désormais des alarmes pour ne pas manquer ses rendez-vous. Il l'écoutait chanter des génériques de dessins animés, admirait ses dessins de « Docteur Maman » et se laissa même coiffer un jour d'une couronne en serviette et scotch. Son affection était un baume. Elle faisait tomber des défenses qu'il croyait infranchissables. Néanmoins, Stéphane maintenait une certaine distance. Il n'essaya jamais de prendre la main de Chloé. Ne prolongea jamais leur regard, car au plus profond de lui, la culpabilité restait une ancre. Un soir, après une réunion qui s'était éternisée, Stéphane retourna à l'hôpital pour y déposer des documents pour l'assurance. Les couloirs étaient calmes et faiblement éclairés. En repartant, il passa devant la salle de repos du personnel et marqua un temps d'arrêt. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Chloé était assise sur une banquette, toujours en tenue de travail. Ses cheveux étaient en bataille, ses baskets posées à côté d'elle. Manon dormait, levée sur ses genoux, sa robe rose froissée, son sac à dos vert à ses pieds. Chloé fredonnait un air doux, se balançant d'avant en arrière, ses bras protecteurs autour de sa fille.
Elle semblait à la fois épuisée et incroyablement sereine. Il resta là un long moment, invisible. Puis, sans un bruit, il entra. Il ôta son manteau et le déposa délicatement sur ses épaules. Elle sursauta, ses paupières s'entr'ouvrant. « Je ne voulais pas vous réveiller, murmura-t-il. Elle cligna des yeux, le temps de le reconnaître. J'ai dû somnoler. J'attendais qu'elle s'endorme profondément. Il s'accroupit près d'elle. Je reste avec elle. Reposez-vous. Elle le regarda, un mélange de fatigue, de surprise et de gratitude dans les yeux. Puis, n'ayant plus la force de lutter, elle s'adossa et ferma les yeux. Stéphane s'assit à même le sol, les jambes en tailleur, les bras sur ses genoux, et contempla le sommeil paisible de Manon. Quelques instants plus tard, une infirmière passa dans le couloir et s'arrêta. Une femme plus âgée, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant. Elle embrassa la scène du regard. Chloé endormie sous le manteau de Stéphane, Manon dans ses bras, et Stéphane, veillant sur elle. Elle sourit, un sourire plein de sagesse et de tendresse. Personne n'avait jamais pris soin d'elle comme ça, dit-elle dans un souffle. Stéphane ne répondit pas. Mais une émotion contradictoire, douce et douloureuse, l'étreignit. Et pour la première fois depuis des années, une pensée s'imposa à lui, limpide, effrayante et irréfutable. Peut-être qu'il ne voulait plus être seul. Stéphane était seul dans son bureau. Les ombres de la fin de journée s'allongeaient sur les baies vitrées. Une pile de rapports trimestriels trônait, vierge de toute attention, sur son bureau. L'écran de son ordinateur portable projetait la lueur d'une base de données RH, ses doigts en suspens au-dessus du clavier. Il ne voulait pas faire de recherche sur Chloé. Mais depuis leur échange, son murmure « Je rêvais de devenir chirurgienne » résonnait en lui comme un écho lancinant. Il tapa son nom, lentement. Chloé Dubois. Un unique résultat. Une candidature pour l'hôpital Necker-Enfants Malades, l'un des établissements de son groupe, déposé presque 2 ans auparavant. Statut, rejeté. Motif, qualification jugée insuffisante, parcours non linéaire. Stéphane fronça les sourcils. Il consulta les commentaires. A quitté la fac de médecine en 2e année. Mère célibataire. Absence de recommandation. Suspicion de période d'inactivité pour raisons disciplinaires. Rien sur ses résultats universitaires. Aucun suivi, aucun entretien. Sa mâchoire se durcit. Il remonta la chaîne de validation. Un simple gestionnaire RH, en début de carrière, avait traité le dossier. Une décision purement administrative, sans la moindre considération pour le contexte humain. Stéphane se renversa dans son fauteuil, se massant les tempes. C'était son groupe, son nom sur la façade, et une femme comme Chloé, compétente, méritante, volontaire, avait été balayée d'un revers de main. Une culpabilité sourde l'envahit. Le jour suivant, Stéphane ordonna un audit complet des procédures de recrutement de toutes ses filiales médicales. En toute discrétion, il lança une nouvelle initiative, un programme de réintégration et de soutien pour les candidats ayant dû interrompre leur cursus médical pour des raisons personnelles. Pas de communiqué de presse, pas de publicité, juste une injustice à réparer, en commençant par Chloé. Il ne lui en parla pas, mais la nouvelle finit par lui parvenir. Elle débarqua dans son bureau 2 jours plus tard, le visage fermé, la mâchoire contractée. « Vous avez fouillé dans mon passé », lança-t-elle. Sans préambule, sans un sourire. Stéphane se leva lentement. « Chloé, vous croyez que je ne la prendrai pas ? Que j'allais docilement vous remercier et m'estimer heureuse ?» Il inspira profondément. « Je voulais juste que les choses soient justes. » Ses yeux lançaient des éclairs. « Juste comment ? En jouant de vos relations ? Vous me croyez en quête de pitié ? D'un traitement de faveur parce que j'ai eu un enfant ? Non, répondit-il avec fermeté. Parce que vous méritiez une vraie chance et qu'on vous l'a refusée. Je n'ai pas besoin de sauveur, Stéphane. Il fit un pas vers elle, elle en fit un en arrière. Je vous faisais confiance, dit-elle, la voix tremblante. Mais là, j'ai l'impression de recevoir l'aumône. Stéphane la regarda franchir la porte. Cette nuit-là, le froid sembla s'être réinstallé dans sa vie. Jusqu'à ce que son téléphone vibre, peu après minuit. Le nom de Manon s'affichait. Chloé devait utiliser sa tablette.
Il décrocha et entendit une quinte de tout. Puis la voix paniquée de Chloé. Manon est brûlante. 39,8. Je n'arrive pas à faire tomber la fièvre. Je ne sais plus quoi faire. J'arrive, répondit Stéphane sans la moindre hésitation. Il fut dehors en moins de 5 minutes. En arrivant à l'appartement de Chloé, il la trouva plus désemparée qu'il ne l'avait jamais vue. Manon gisait sur le canapé, le visage écarlate, le regard vide. Stéphane n'eut pas besoin d'en voir plus. Il souleva délicatement la petite fille. On file à l'hôpital, déclara-t-il. Tout de suite. Chloé ne protesta pas. Quelques heures plus tard, Manon dormait paisiblement dans une chambre pédiatrique, la fièvre enfin maîtrisée. Chloé était assise à son chevet, la tête entre les mains, muette. Stéphane approcha une chaise. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. J'aurais dû vous en parler avant. J'aurais dû comprendre que vous teniez à regagner votre place par vous-même. » Elle acquiesça lentement, des larmes perlant au bord de ses yeux sans toutefois couler. « C'est que j'ai tellement lutté seule pendant si longtemps. Je ne sais plus comment accepter de l'aide sans me sentir rabaissée. » Il la regarda alors, non plus l'aide-soignante, ni la mère éreintée, mais la femme qui n'avait jamais renoncé à son rêve de devenir chirurgienne. « Vous n'avez rien de rabaissant, Chloé. Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. » Elle se tourna vers lui, son regard empli d'une émotion nouvelle, et pour la première fois depuis Sandrine, Stéphane tendit la main, lentement, résolument, et prit celle d'une autre. La chambre d'hôpital était plongée dans un silence quasi total, seulement rompu par le bip régulier des moniteurs et le souffle discret de la ventilation. Stéphane était assis près du lit, le regard fixé sur la silhouette fragile sous les draps blancs. Sa mère, Monique Dupont, avait toujours été un roc, une femme à l'esprit acéré, à l'indépendance farouche, qui avait élevé seul un fils en lui apprenant à bâtir des empires. Mais aujourd'hui, sa peau était cireuse, son corps amaigri, sa respiration de plus en plus difficile. Les mots du médecin, prononcés plus tôt, tournaient en boucle dans sa tête. Nous sommes dans une course contre la montre. Son foie se dégrade à une vitesse alarmante. Il nous faut un donneur compatible très vite, sans quoi il faudra envisager le pire. Stéphane avait passé les 15 derniers jours à activer son réseau, à remuer ciel et terre, mais les donneurs compatibles étaient une denrée rare, surtout pour son groupe sanguin atypique. Il se sentait démuni, et Stéphane le roi ne se sentait jamais démuni. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans le couloir, juste devant la chambre, Chloé vint à sa rencontre. Elle portait encore sa tenue de service, ses cheveux relevés en un chignon flou, quelques mèches encadrant son visage fatigué. « Stéphane, dit-elle doucement. » Il leva la tête. « J'ai fait le test, annonça-t-elle. » Il la dévisagea, perplexe. « Quel test ?» Elle s'assit à côté de lui. « Le test de compatibilité pour votre mère. » Stéphane se redressa d'un bloc. « Chloé, je suis compatible. » Le souffle lui manqua. « Non. Non, il n'en est pas question. Je suis en parfaite santé. J'ai déjà vu l'équipe de transplantation. Je suis une candidate viable. » Non, répéta-t-il, plus fort. Vous ne ferez pas ça. Ce n'est pas à vous de le faire. Votre mère a besoin d'un donneur, Stéphane. D'un donneur, oui, mais pas de vous. Vous avez une fille. Vous avez votre vie à construire. C'est bien trop risqué. Je mesure les risques, répondit-elle calmement. Il se leva et se mit à arpenter le couloir, passant la main dans ses cheveux, la frustration le gagnant. Vous ne me devez rien. Vous ne lui devez rien. La vie n'est pas un conte de fées, Chloé. C'est votre corps, votre santé. Elle se leva à son tour, sa voix toujours aussi posée. Et votre mère est en train de mourir. Je refuse de vous laisser prendre un tel risque. Je le refuse. Elle s'approcha de lui. Cette décision ne vous appartient pas. Stéphane la regarda alors, vraiment. La détermination dans ses yeux, cette assurance tranquille. Ce n'était ni la culpabilité, ni la reconnaissance qui la guidait. C'était l'amour, la compassion. Mais l'idée lui était insupportable. Comment croyez-vous que je pourrais vivre si quelque chose vous arrivait ? Dit-il, la voix fêlée pour la première fois depuis des années. Après tout ce qu'il avait traversé.
L'expression de Chloé s'adoucit. Elle posa une main sur son torse. Elle vous a donné la vie, dit-elle, sa voix un murmure chaud. Permettez-moi de l'aider à lui en offrir une seconde. Stéphane eut du mal à déglutir. C'est vous qui m'avez redonné la mienne, ajouta-t-elle, des larmes au bord des yeux. Un long silence s'installa. Il ferma les yeux, son front venant se poser délicatement contre le sien. Vous ne devriez pas avoir à faire ça, chuchota Théil. Je le veux, répondit-elle. Plus tard dans la nuit, Stéphane veillait au pied du lit de sa mère. Il lui tenait la main, si fine et si froide, et pour la première fois depuis bien longtemps, il se mit à prier. Pas pour un miracle, mais pour le courage d'en accepter un, venu de la personne qui l'attendait le moins. La lumière de l'aube traversait doucement les fenêtres de l'hôpital, dessinant des bandes dorées sur le sol blanc. Dehors, la vie reprenait son cours. Klaxon, passant pressé, le temps qui file. Mais dans la chambre 614, le temps était comme suspendu. Stéphane était au chevet de sa mère, une main posée sur son épaule. Monique Dupont s'agita, puis cligna des yeux, éblouie. Son visage était encore pâle, mais son regard, autrefois voilé par la maladie, avait retrouvé une lueur que Stéphane ne lui avait pas vue depuis des mois. « Bonjour, maman, dit-il tendrement. Elle tourna la tête vers lui, et un fin sourire étira ses lèvres. « Tu es là, murmura-t-elle. Et je suis toujours là. » Stéphane laissa échapper un petit rire, libérant un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Oui, tu t'es bien battu. » Son regard glissa derrière lui, vers la jeune femme qui se tenait discrètement sur le seuil. Chloé. Chloé entra, dans sa tenue habituelle, les cheveux noués à la hâte, quelques mèches folles encadrant son visage. Ses gestes étaient lents. Elle était encore en convalescence, mais son pas était assuré. Monique tendit une main tremblante. Chloé la saisit. « Ma petite, souffla Monique. Ma courageuse, mon inconsciente et merveilleuse petite. » Chloé rit doucement, les yeux embués. « L'important, c'est que vous alliez mieux. »« Tu m'as sauvé la vie, » dit Monique. Puis, se tournant vers Stéphane, elle ajouta en souriant, et la sienne par la même occasion, même s'il est trop orgueilleux pour le reconnaître. Stéphane leva les yeux au ciel avec un sourire en coin, le cœur léger. Plus tard dans la journée, il donna rendez-vous à Chloé et Manon dans la salle de jeu de l'hôpital. Un petit havre de paix coloré, rempli de matériel de bricolage, de peluches, loin des machines et des odeurs de désinfectants. Manon, dans sa robe rose, son sac à dos vert sur les épaules, gambadait devant. Stéphane les attendait déjà. Chloé s'arrêta, un peu perplexe. « C'est bien ici que tu voulais nous voir ?» Il acquiesça. « C'est l'endroit parfait. » Elle entra, tandis que Manon se précipitait sur un panier d'ours en peluche. Stéphane sortit de la poche de son manteau un objet enveloppé dans une serviette en papier. « Je repensais, » commença-t-il, à l'instant précis où tout a basculé pour moi. Il déballa l'objet. Une moitié de crêpe au sucre. Chloé le regarda, interloquée. « Ce n'est pas la même, » précisa-t-il en riant. « Mais je ne l'ai jamais oubliée. » Elle haussa un sourcil, un sourire naissant sur ses lèvres. « La crêpe de Manon. » Il hocha la tête. Ce soir-là, dans ce train, j'étais vidé. Complètement vide. Je croyais n'avoir plus rien à offrir à personne. Et puis cette petite fille, avec du sucre plein les joues, m'a tendu un bout de crêpe comme si c'était le plus grand trésor du monde. Il marqua une pause, sa voix assurée. Et puis, elle m'a offert toi. Chloé lutta contre les larmes. Stéphane posa un genou à terre, lui tendant la crêpe. Je n'ai pas de bague pour l'instant, avoua-t-il. Mais j'ai ça. Une promesse. Un nouveau départ. Chloé Dubois, veux-tu construire avec moi quelque chose de chaotique, de vrai et de magnifique? Veux-tu m'épouser? Chloé porta une main à sa bouche, riant et pleurant à la fois. Avec une crêpe? Il sourit. Ça a bien marché la première fois. Manon, de l'autre côté de la pièce, se mit à applaudir, puis courut se jeter au cou de Stéphane. Alors, t'es plus fatigué maintenant? Gloussa-t-elle. Stéphane la serra contre lui, la voix chargée d'émotion, et lui murmura, non, mon trésor. Tu m'as réveillé. Chloé s'agenouilla près d'eux, et tous les trois restèrent là,
au milieu des petites chaises et des jouets multicolores, dans ce lieu de souffrance et de guérison. Une rencontre improbable à 300 km/h les avait menés à cet instant. Et tout avait commencé avec une crêpe. Le soleil de fin d'après-midi nimbait le jardin d'une lumière dorée. Les feuilles ocre et rousses des platanes qui entouraient la maison de campagne en Provence tombaient en une pluie silencieuse. Des éclats de rire fusaient du jardin, où des ballons colorés flottaient au gré de la brise. Une grande table recouverte d'une nappe en papier rose était jonchée de décorations faites main, de dessins de chats, d'étoiles et d'un immense chiffre 4. Le 4e anniversaire de Manon. Elle courait dans l'herbe dans son éternelle robe rose, son sac à dos vert cahotant dans son dos, désormais rempli de feutres et de figurines. Ses joues étaient empourprées de bonheur, un diadème de princesse penchait sur ses cheveux. Elle riait sous les guirlandes, agitant une baguette à ruban tel un majordome de cérémonie. Sur la terrasse, Chloé déposait un plateau de gâteaux. Ses cheveux blonds étaient tressés, quelques boucles s'échappant pour encadrer son visage. Elle semblait radieuse, apaisée, vivante. Vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un jean, un stéthoscope glissé dans une poche, elle n'était plus qu'à quelques mois de son diplôme de médecin. Un rêve qu'elle croyait enterré était sur le point de se réaliser. Stéphane sortit de la maison avec un paquet cadeau emballé de papier rose à paillettes choisi par Manon, évidemment. Vêtu d'un pull marine aux manches retroussées, il paraissait plus serein que jamais. Il observa Chloé un instant, un sourire aux lèvres. À l'intérieur, Monique Dupont et Manon s'affairaient à glacer les gâteaux. Son visage, autrefois si pâle, avait retrouvé des couleurs, ses gestes étaient vifs. « Pas trop, ma puce », disait Monique en regardant Manon étaler une épaisse couche de glaçage. « Quoique un tout petit peu plus. » Manon arbora un sourire malicieux. « C'est mon anniversaire. On a le droit de tricher, pas vrai ? » « Absolument », répondit Monique avec un clin d'œil. Alors que le soleil commençait à décliner, le petit groupe se réunit autour d'un gâteau surmonté de 4 bougies. Ils chantèrent. Manon ferma les yeux, fit un vœu, et les souffla d'un seul coup. Stéphane se pencha vers elle. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» Manon sourit. « Manger du gâteau au petit déjeuner demain. » Il rit. Une idée bien subversive. Plus tard, à la tombée de la nuit, une fois les invités partis, Stéphane et Chloé s'assirent sur les marches de la terrasse, observant Manon qui tentait d'attraper des lucioles dans un bocal. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Chloé. Il acquiesça. « Moi non plus. » Elle posa sa tête sur son épaule. « On a failli passer à côté de tout ça. »« Mais on a réussi », répondit-il en passant un bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment. Puis, comme une image surgit du passé, Manon traversa la pelouse en courant, son sac à dos vert sur les épaules, sa robe rose flottant au vent. Elle se retourna, leur fit un grand signe de la main et cria « Allez, l'élan !» Stéphane sourit. Cette petite fille qui, un jour, lui avait tendu la moitié d'une crêpe à 300 km/h lui avait en réalité offert bien plus, une raison de vivre, d'aimer et d'être enfin chez lui. Et c'est ainsi qu'un instant anodin dans un train a changé 3 destins à jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à « Histoire qui touche l'âme » et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir d'autres récits qui guérissent et inspirent. Nous vous apportons des histoires émouvantes et réconfortantes qui nous rappellent le pouvoir de l'amour, de la gentillesse et des secondes chances. Merci d'être là. D'ici la prochaine fois, gardez espoir et ne sous-estimez jamais l'impact d'un seul acte de compassion. Histoire qui touche l'âme, des histoires pour vous. Musique.